On va à nouveau parler de la Grèce puisqu'Athènes n'a pas présenté un plan de réforme détaillé et chiffré lors de la réunion hier à Bruxelles des ministres des Finances de la zone euro. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Euroland se sont quand même donné jusqu'à dimanche pour parvenir à un accord avec la Grèce. Alors, est-ce que ce nouveau sursis franchement a un sens? Est-ce que Alexis Tsipras finalement ne se moque pas de ses interlocuteurs? Est-ce que ces négociations ne sont pas, au bout du compte, une grotesque mascarade? On va en parler avec notre invité François Savary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des investissements chez REL et compagnie. Des propositions et un discours griffonné sur un papier en tête d'un hôtel. C'est ce qu'a adressé en quelque sorte le nouveau ministre grec des Finances. Est-ce que franchement là, le gouvernement grec ne se moque pas de ses créanciers ? Oui, je pense que là, on est ou dans la moquerie, ou dans une attitude qui est une stratégie purement politique qui devient extrêmement dangereuse, puisqu'on l'a très bien vu à l'issue des discussions hier soir, que véritablement la lassitude est en train de gagner à peu près tout le monde. Mais justement, les interlocuteurs de la Grèce sont clairement à bout de patience. Finalement, qu'est-ce que ça peut rapporter, cette tactique, cette stratégie d'Alexis Tsipras ? Écoutez, il sait très très bien qu'en Europe, on a une tendance à trouver des compromis boiteux. On sait que par exemple, dans le traitement de la question grecque depuis 4 ans ou 5 ans maintenant, on a trouvé des compromis boiteux. On a toujours voulu éviter la question qui était la question de la solvabilité de la Grèce. On a toujours essayé de dire que c'était simplement une question de liquidité, qu'il suffisait de donner de l'argent et que la situation allait s'améliorer. Ça n'est pas le cas. La Grèce est un cas différent. La Grèce est depuis 2010 dans un problème de solvabilité et on le voit au fil des années, à force de gouvernements qui ne sont pas capables de prendre les réformes qu'ils sont engagés à faire, eh bien la réalité s'impose. Ce pays aujourd'hui est à la limite de la solvabilité. Mais alors justement, la solvabilité, on en parle depuis un certain temps, depuis quelques années. On sait, vous le disiez vous-même d'ailleurs, que cette dette grecque est insoutenable, n'est pas viable et pourtant les créanciers ne veulent pas en parler pour l'instant en tout cas, alors même qu'ils avaient promis qu'ils entreraient en matière une fois que la Grèce obtiendrait un excédent de son budget primaire, un excédent primaire. Il l'a fait, elle l'a fait, la Grèce l'a fait. Et qu'est-ce qui se passe? Les créanciers ne tiennent pas parole. Pourquoi? Alors, déjà, tous les créanciers ne sont pas d'accord sur le sujet. Vous savez très bien que depuis quelques semaines, le Fonds monétaire international a très clairement dit que de toute façon, il fallait passer par une restructuration de la dette. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais, il est où l'excédent primaire maintenant? Avec 5 mois de Monsieur Tsipras qui n'a rien fait si ce n'est s'opposer aux Européens, les efforts qui avaient été réalisés et la voie qui était une voie qui était très clairement en phase d'amélioration pour l'économie grecque a totalement disparu. L'économie grecque est de nouveau en récession. L'économie grecque ne tourne plus. Aujourd'hui, on le sait, et c'est absolument normal, la Banque Centrale Européenne a dû contraindre les liquidités qui sont dans le système. Les banques sont fermées. Donc on voit très très bien aujourd'hui qu'on est sur une pente qui est extrêmement glissante et que de simplement concéder une restructuration de la dette dans les conditions actuelles ne résoudra absolument pas les problèmes économiques de la Grèce. Mais vous êtes d'accord que c'est incontournable de discuter de ça? Totalement, c'est incontournable. Finalement, l'accord doit porter sur l'engagement d'un certain nombre de réformes économiques qui sont nécessaires contre une restructuration de la dette sous une forme ou sous une autre. Alors l'argent en Grèce ne circule quasiment plus, l'économie grecque est au bord de l'asphyxie. On a l'impression qu'Alexis Tsipras continue de jouer la montre alors que c'est lui qui n'a plus le temps, non ? Mais personne n'a plus le temps parce que finalement aujourd'hui les négociations et la manière dont elles ont été conduites depuis 5 mois et très largement de la faute des Grecs ont conduit à une situation qui devient extrêmement difficile parce que tout le monde va perdre dans cette situation. On sait que d'une part la Grèce, en tout cas les gens qui sont naïfs au point de croire qu'une sortie de l'euro va sauver l'économie grecque, on verra ce qui va arriver si tel devait être le cas. Et puis en ce qui concerne l'Europe, aujourd'hui la question qui se pose c'est une question de long terme, c'est une question d'irréversibilité de l'union monétaire. On sait que l'union monétaire a été fondée sur des principes qui n'étaient pas tout à fait corrects. On a fait croire aux gens qu'elle pouvait fonctionner. Or, on sait qu'elle avait des mécanismes qui ne fonctionnaient pas. Et aujourd'hui, la Grèce, c'est le symbole de ceci. Et le pire pour l'Europe, c'est quoi? C'est que finalement, elle démontre aujourd'hui que l'union monétaire n'est pas irréversible. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce scénario que effectivement l'union monétaire n'est pas irréversible?
Elle n'est pas irréversible. Je ne cesse de le dire depuis de nombreuses années, pour une raison simple, c'est que si vous n'avez pas d'union budgétaire et d'union fiscale, si vous n'avez pas de transfert d'argent qui s'effectue d'un pays vers un autre, cette union ne peut pas fonctionner. L'union monétaire a été faite sur un choix politique en niant la réalité économique. Alors en même temps, hein, on parle de la Grèce comme étant en quelque sorte le pays cancre, si j'ose dire, de l'union monétaire de la zone euro, mais tout de même, ce pays a fourni pas mal d'efforts. Il s'est infligé une cure d'austérité quand même redoutable. En l'espace de 5 ans, hein, on cite souvent ce chiffre, le pays est passé d'un déficit budgétaire de plus de 10% du PIB à un léger excédent primaire. Le choc a eu des conséquences, un coût social, hein, il y a eu des conséquences assez dramatiques sur le plan social. Est-ce qu'on ne fait pas tout de même là un faux procès à la Grèce ? Oui et non, parce que en ce qui concerne effectivement la situation grecque, et je ne nie pas le caractère douloureux de cette situation, mais écoutez, je pense qu'il y a des pays comme l'Espagne qui ont fait eux aussi des ajustements extrêmement douloureux. Mais pas de cette ampleur tout de même, vous le reconnaissez. Pas de cette ampleur, mais ils ont quand même fait un certain nombre de réformes qui ont été couronnées de succès. Aujourd'hui, l'Espagne est à nouveau sur le voie de la croissance et d'une forte croissance. De nouveau, on revient au problème initial. C'est finalement le choix ou le compromis. Vous parliez de compromis, on parlait de compromis boiteux tout à l'heure. Si vous essayez de nier un principe qui est la solvabilité et le caractère non compatible d'une économie avec la zone euro, si vous essayez de le nier en 2010, en 2012, eh ben vous vous retrouvez avec les mêmes conséquences à un moment donné. C'est exactement la situation de la Grèce. Il y a une faute des deux côtés. Il y a une faute de la part de l'Europe qui n'a pas voulu voir la réalité de la solvabilité, puis une faute de la Grèce qui a fait des réformes, mais dans des proportions qui n'ont pas été suffisantes dans bien des domaines. Alors, on parlait de ces négociations. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement toute cette négociation n'est qu'une mascarade ? Je ne sais pas si c'est une mascarade, j'ose souhaiter que ce n'est pas le cas, parce que le problème est quand même un problème extrêmement important et majeur. Donc il serait quand même assez étrange que des hommes politiques, mais bon, tout est possible, que des hommes politiques décident que sur un sujet aussi important, on fait semblant de négocier et on continue pour faire la politique du pire qui devrait amener à un non-compromis. François Savary, est-ce que là on ne touche pas à un point essentiel de ce feuilleton, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'opacité qui entoure ces négociations? Finalement, on ne sait pas on a des bribes évidemment, hein, mais on ne sait pas concrètement qui propose quoi et qui est pour, qui est contre. L'opacité, je ne suis pas persuadé que ce soit le problème, véritablement le problème fondamental. Vous avez d'autres négociations qui ne sont pas de nature économique en ce moment, mais par exemple entre l'Iran et sur le nucléaire, vous avez des négociations. Vous avez aussi une certaine opacité par rapport à ces négociations-là. Ce qui est important, c'est la volonté de trouver un compromis. Oui, mais il n'empêche, s'il y avait plus de transparence, les opinions publiques pourraient se prononcer, que ce soit des opinions publiques d'ailleurs européennes, en Allemagne, en France ou ailleurs, en connaissance de cause. L'opinion publique grecque aurait pu se prononcer lors du référendum sur un sujet qu'il maîtrise un peu plus. Cette opacité-là, quelque part, est-ce que ça ne fausse pas justement ces négociations ? Écoutez, mon opinion, en tout cas en ce qui concerne la référence au référendum grec de la semaine dernière, du week-end dernier, c'est que c'est quand même un drôle de référendum. Une semaine pour poser une question aussi importante, une question un petit peu bizarre. On croit vivre une autre époque et dans d'autres régimes. Moi, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, sur des questions aussi difficiles, vous puissiez en une semaine ou en 15 jours résoudre une situation par voie de référendum. Et je pense que les gens doivent faire très attention en ce qui concerne l'Europe. On est à l'heure actuelle dans un environnement où on est tous conscients qu'en Europe, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes sociaux. Soulever des questions par voie de référendum de cette nature-là produit des résultats qui sont extrêmement dangereux. D'autant plus que là, pardonnez-moi d'insister, là aussi, les Grecs, en tout cas, n'étaient pas vraiment conscients de la nature même des propositions faites par justement les créanciers. Là aussi, on retrouve justement la notion d'opacité de ces négociations, non ? Tout à fait, mais si le gouvernement grec n'aurait rien changé, c'est le gouvernement qui a décidé de poser cette question sous cette forme-là. Et je crois que là, le gouvernement grec a une très grande responsabilité. En plus, n'oubliez pas une chose, il ne faut pas non plus exagérer le poids des Grecs. La Grèce représente 6% de la population de l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, dans une négociation, il ne faut pas qu'un pays qui représente 6% d'une union décide que parce que son peuple a voté certes à 60% pour quelque chose, il peut imposer ses vues à une Europe qui, pour l'instant, le finance à bout de bras depuis plusieurs années, voire des décennies.
Que répondez-vous au prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui dit que le non au référendum de dimanche a le mérite au moins de donner aux Grecs la possibilité d'être maîtres de leur avenir, qui ne sera peut-être pas aussi riche que par le passé, concède-t-il, mais qui laisse plus d'espoir que, je cite, la torture déraisonnable du présent. Écoutez, je mettrais ça avec les propos d'un ministre des Finances qui parle de terrorisme en ce qui concerne l'Europe, parler de torture, enfin, je ne crois pas que c'est le fond du propos. Et puis, peut-être qu'ils seront maîtres, mais je crois qu'il faut de nouveau pas être naïf. Si la Grèce décide de sortir de la zone euro, elle va souffrir dans des proportions qui seront extrêmement importantes, en tout cas pendant un certain temps. La capacité d'avoir une dévaluation d'une future monnaie grecque comme un moyen de relancer l'activité économique, je n'y crois pas. Est-ce que vous croyez, en revanche, à la date butoir de dimanche ? C'est toujours difficile, mais il y a un problème qui est quand même, et c'est là où c'est extrêmement compliqué, il y a un problème très important, c'est la liquidité. Et la Banque Centrale Européenne ne pourra pas ad aeternam repousser les limites de la fourniture de liquidité au système bancaire grec. On sait qu'à l'heure actuelle, vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée de continuer les négociations. Ces pays-là ont aussi une voix dans le cadre de la Banque Centrale Européenne, et ils pourraient tout à fait imposer à M. Draghi un arrêt de la fourniture de liquidités, ce qui signifierait la faillite du système bancaire grec et de facto la sortie de la Grèce de la zone euro. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui on arrive à un niveau tel qu'il ne reste effectivement que 5 jours pour trouver des solutions. Vous ne pensez pas qu'il va y avoir de balais entre les chancelleries avec des propositions, des contre-propositions? C'est fini tout ça. J'ai l'impression que le discours d'hier soir à l'issue de la réunion des chefs d'État européens est assez clair. Je crois que là ils ont décidé que véritablement ils ne pouvaient pas étendre au-delà d'une certaine limite l'idée d'avoir une solution qui soit proposée. Hier a été une journée assez cruciale, parce que quand même, quand vous avez arrivé, comme vous l'avez dit, avec des propositions griffonnées sur une feuille de papier, alors que vous étiez engagé à fournir un programme sur lequel on puisse discuter, là je crois que la goutte a fait un peu déborder le vase. Est-ce que vous pensez que la Grèce peut s'autoriser à sortir vraiment de l'euro ? Est-ce qu'elle peut s'autoriser? Moi, j'ai beaucoup de doutes. Et de nouveau, c'est plus une question aujourd'hui de savoir si elle peut s'autoriser. La question, c'est de savoir si économiquement, ça fait plus de sens pour elle d'être en dehors de la zone euro ou à l'intérieur de la zone euro. On est dans une décision à caractère politique. C'est aux Grecs de décider aujourd'hui. Mais qu'en pensez-vous, vous, justement, par rapport à la situation économique d'aujourd'hui de la Grèce? Est-ce que vous pensez qu'une sortie de l'euro, ce serait finalement pas une si mauvaise chose à terme? J'insiste bien sur le à terme, puisque dans un court terme, on va dire qu'il y aurait quand même une dépression assez importante. À terme, si vous avez, je suis d'accord, la sortie de la Grèce de la zone euro est une possibilité et serait gérable. Mais de nouveau, il ne faut pas faire croire aux Grecs qu'ils peuvent sortir de la zone euro, ne pas faire de réformes et vivre les 30 glorieuses. Ce n'est pas possible. L'économie grecque ne pourra à terme retrouver hors de la zone euro une viabilité que si elle engage un certain nombre de réformes qui renforcent sa compétitivité, qui renforcent le caractère légal des choses, qui renforcent le système fiscal. Et ce sont des réformes, malheureusement, que le gouvernement grec, quel qu'il soit, ne pourra pas éviter. Mais justement, alors ces réformes, est-ce que ça ne risque pas de conduire la Grèce encore plus dans la récession à court terme ? Ah oui, ça risque effectivement c'est ça le gros danger, c'est que vous ayez une récession qui redouble de puissance, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai très peur, parce que même s'ils ont été 61% à voter pour M. Tsipras, j'ai très peur que ce pays soit très divisé et qu'une réalité économique extrêmement difficile provoque des chocs sociaux extrêmement importants en Grèce, une fois que les Grecs auront compris ce que signifiait leur vote. Alors qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce qu'on est dans une situation où la Grèce est au bord de l'asphyxie, l'économie est au bord de l'asphyxie. Vous dites que les réformes sont absolument nécessaires et qu'il faut les engager. Or, vous reconnaissez que ces réformes risquent de conduire encore plus vers une dépression économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grèce doit passer par encore des phases de dépression économique? Non, pas forcément. Elle doit passer par une phase où la Grèce accepte que dans un jeu de donnant-donnant, parce qu'elle est quand même demandeuse à l'heure actuelle, elle a besoin de financement. Dans ce jeu de donnant-donnant, on peut trouver un accord politique qui serait fondé sur le principe d'une renégociation de la dette grecque, qui est de toute façon incontournable, et dans le même temps que le gouvernement grec accepte un certain nombre de propositions. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se rappeler que juste avant la décision de M. Tsipras
Tsipras de passer par le référendum. Si vous écoutez les officiels de Bruxelles, ils vous disent qu'on était à bout touchant sur une acceptation. Le problème de M. Tsipras, c'est qu'il est allé vendre des promesses à son électorat qu'il n'a jamais été capable de tenir. Et le problème de M. Tsipras, c'est qu'à l'évidence, il est toujours dans cette logique-là, c'est qu'il a fait des promesses et qu'il sait que de toute façon, il sera obligé de concéder sur les réformes. Donc, quelque part, on peut être positif, on peut s'attendre à un accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours la porte qui est ouverte à un accord qui serait un accord juste, à savoir un accord sur des réformes d'un côté et une restructuration de la dette de l'autre. Mais que M. Tsipras ne se trompe pas, ils ont été très clairs hier soir à Bruxelles, il n'obtiendra pas une réduction de la dette sous couvert de réformes fantômes qui ne seront pas concrétisées. François Savary, vous restez avec nous. Georges Pop et Sandra Timerlier m'ont rejoint pour feuilleter la presse, puisque dans la presse, évidemment, on parle de la Grèce, avec le dossier grec en Europe, qui est une très lourde menace pour la Suisse, dit-on, Georges Pop. Oui, cette mise en garde fait la une du journal économique L'AGFI, qui estime que l'évolution chaotique du dossier grec en Europe avec ses risques de rupture représente une menace considérable pour la Suisse. Une ruée sur le franc est possible à n'importe quel moment. La BNS a déjà désamorcé quelques tentatives d'appréciation du franc par des interventions ciblées, mais la tâche pourrait se compliquer compte tenu des moyens tout compte fait modestes de la BNS. Elle peut certes agir ponctuellement et de manière ciblée, mais la Banque nationale a peu de chances de s'imposer contre une énorme vague d'achat du franc suisse. Dans cette perspective, même la fixation d'un nouveau cours plancher contre l'euro ou contre un panier de monnaie n'aurait pas de sens. Le combat de David contre Goliath, écrit le journal, requiert une action très très prudente. François Savary, qu'est-ce que peut faire la Banque nationale suisse? On l'a vu, hein, elle est intervenue récemment pour justement essayer de contenir le franc suisse, mais voilà, c'est pas évident, hein, elle n'a pas non plus un trésor de guerre, si j'ose dire. Ah bah, disons que le trésor de guerre, elle a quand même déjà largement utilisé avec l'accumulation d'une quantité phénoménale d'euros depuis 3 ans. Ouais. Donc je dirais effectivement qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Je relèverais malgré tout une chose. Ça ne veut pas dire, si la Grèce devait sortir de l'euro, que l'euro va forcément plonger. C'est assez intéressant d'ailleurs de constater que dans le cadre des développements récents, vous n'avez pas eu de très très forte appréciation du dollar ou du franc suisse depuis 2 jours. Oui, ça serait une pression à court terme, ça ne veut pas dire mécaniquement qu'on va à 80 centimes pour 1 euro sur l'euro franc suisse. Pourquoi? Parce que les banques, nous dit-on, hein, les banques privées notamment, européennes, ne sont plus tellement, n'ont pas tellement de dette grecque, et donc du coup le risque d'une contagion est assez mince. Ah, moi je ne crois pas du tout qu'il y ait une contagion. Je crois qu'aujourd'hui, quand vous regardez les efforts qui ont été consentis et les résultats qu'affiche le gouvernement espagnol, je ne crois absolument pas que vous aurez une contagion à l'Espagne ou au Portugal. Ce sont des pays qui ont fait des efforts, qui sont couronnés de succès, et je ne crois pas du tout à ça. Et l'euro peut même être une monnaie renforcée à terme avec une Grèce qui serait en dehors, puisque finalement on aurait résolu le problème d'une entre guillemets incompatibilité structurelle de cette économie si elle décide de ne pas se réformer. Ouais, en quelque sorte, la classe euro serait débarrassée de son cancre. D'une certaine manière, je ne veux pas dire que c'est un cancre parce qu'on rentre de nouveau dans les termes, mais elle serait débarrassée d'un pays qui, à l'évidence, ne croit pas que les réformes peuvent produire des résultats positifs. Eh bien, en Suisse toujours, Georges Pop, il y a ceux qui pensent que la crise grecque est une chance pour nos relations avec l'Europe et ceux qui pensent le contraire. Oui, des positions diamétralement opposées que passe en revue le journal Le Temps. Ludi Stam de l'UDC voit dans le non grec de ce dimanche un encouragement pour la Suisse à rester intransigeante. Au contraire, Carlos Omaruga du PS estime que l'Europe va encore se raidir face aux demandes de la Suisse, qui n'est jamais qu'un État tiers. Un haut fonctionnaire anonyme reconnaît d'ailleurs que l'Union européenne est actuellement sans inspiration, incapable de percevoir ses enjeux fondamentaux. Mais dans cette situation, le risque existe que la Suisse ne trouve même pas un interlocuteur pour négocier avec la crise grecque, l'approche du référendum britannique, le conflit en Ukraine et les vagues de réfugiés en Italie. Les Européens ont vraiment d'autres chats à fouetter que de s'attarder sur les problèmes de la Suisse. François Savary, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'effectivement, à partir du point qu'on est en train en Europe véritablement de traiter un problème fondamental, il y a moins de place ouverte pour une négociation à l'heure actuelle hors de ce schéma-là. On est vraiment aujourd'hui, on s'attaque au principe même de l'union monétaire et du projet européen. C'est pas une période pour la négociation à l'extérieur. Et justement, en parlant
de l'union monétaire. Dans la presse alémanique, on ose carrément parler de la fin de l'euro, Sandra Zimmerli. Oui, selon l'économiste Rolf Weder, qui s'exprime dans la Basler Zeitung, l'euro a été dès le départ un enfant à problème, élevé au rang de star politique. Sans euro, la Grèce n'aurait jamais pu autant s'endetter à si bon prix. Alors, Grèce ou pas, il y aura toujours de nouvelles crises dans l'union monétaire, entraînant de nouveaux déséquilibres. Mais voilà, il est plus facile de créer une union monétaire que de la dissoudre. La préparation d'un tel scénario devrait se passer dans un secret absolu, mais au sein de l'Eurogroupe, un tel scénario est un tabou total. Les dirigeants n'y pensent même pas dans leurs rêves. Pourtant, selon l'économiste, il n'est pas impossible que si on parvenait à démontrer techniquement et économiquement que la dissolution de l'ensemble de la zone euro, que c'est ce qui coûterait le moins cher, il n'est pas impossible que c'est la stratégie qui serait adoptée, surtout quand les frais de l'euro s'envolent jusqu'au ciel. La fin de l'euro, c'est une utopie, François Savary ? Non, c'est pas une utopie, mais la réalité est, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un objectif, il faut que vous donniez les moyens de l'atteindre. Or, on sait que depuis la création de l'euro, vous aviez un problème parce que les conditions n'étaient pas remplies. Alors, on peut aujourd'hui voir, effectivement, on le voit au quotidien, le problème de la Grèce comme une réalité concrète de cette inadéquation. Par contre, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre d'évolutions qui ont été réalisées sous la pression des événements et de la crise financière, en faveur d'un renforcement de l'union monétaire. Reste que si vous n'avez pas d'union budgétaire, et si vous n'avez pas de transfert, de péréquation financière, comme elle existe en Suisse, vous n'avez pas les conditions pour que cette union monétaire fonctionne à long terme. Donc il faut que les Européens fassent un choix. C'est où ils décident d'avancer vers l'intégration fiscale, ou alors, effectivement, la question de la pérennité de l'euro se reposera dans quelques années. Et toujours dans la presse alémanique, là on va quitter la Grèce, on va se diriger vers la Chine puisque les bourses chinoises perdent malgré l'intervention massive de l'État. Ouais, jusqu'à présent, le gouvernement chinois avait la réputation de pouvoir diriger l'économie du pays comme une marionnette, dans le sens qu'il voulait. Or, les turbulences des bourses éveillent des doutes sur cette ultra-puissance, selon la NZZ, qui revient sur la simple journée de hier à la bourse chinoise. Les valeurs des grands groupes étatiques montent. D'ailleurs, c'est une lumière rouge et pas verte qui s'allume, parce que le rouge est la couleur de la chance en Chine, alors que les actions de la plupart des plus petites entreprises plongent. Un exemple qui fait dire à certains spécialistes qu'au niveau mondial, les effets des turbulences de la bourse chinoise seront bien plus difficiles que le drame de la dette grecque. Il y aurait même des craintes que le système financier chinois soit en danger et fasse carrément vaciller l'économie mondiale. François Savary, est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui est encore plus dramatique, qui est en train de se préparer? La bourse de Shanghai qui chute, moins 30% en l'espace de 3 semaines. Plusieurs économistes disent que c'est ce phénomène dont il faudrait s'inquiéter plutôt que du risque de défaut de la Grèce. Je suis totalement d'accord. Et c'est pas simplement un risque dont il faut avoir peur à horizon de 1 jour, 3 jours ou une semaine. C'est un problème maintenant et pour plusieurs années. Je crois que très clairement la transformation de l'économie chinoise, les gens n'ont pas compris que le vrai problème structurel de l'économie mondiale, un des problèmes structurels, c'est véritablement la Chine. La Chine est en train de modifier son modèle économique. La Chine est dans une situation extrêmement compliquée où d'un côté elle essaye de relancer la croissance économique en baissant les taux d'intérêt. Mais en baissant les taux d'intérêt, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle augmente le levier dans le système, donc l'endettement dans le système. N'oubliez pas une chose, l'endettement sur le PIB, le ratio de la dette sur le PIB en Chine est à plus de 250%. Ah oui. C'est pas rien. Et ça, c'est le résultat d'une politique effrénée de maintien de la croissance économique pendant plusieurs années. La stabilité du système financier chinois est une clé pour l'avenir de l'économie mondiale. Et on voit très très bien que ce système qui jusqu'à maintenant donnait l'impression de tout maîtriser, eh bien c'est extrêmement compliqué quand il décide un petit peu d'enlever, je dirais, des contrôles, quand il essaye d'intégrer finalement des règles de marché, eh bien ça devient extrêmement compliqué. Et là, il y a un sentiment effectivement que les autorités chinoises ont un peu perdu le contrôle. Est-ce qu'il faut parler de crack? Est-ce qu'il faut parler maintenant? Je n'irai pas jusque-là. Mais d'identifier la Chine comme un problème majeur, pour moi, c'est un point essentiel. La Chine, problème majeur. Merci infiniment, François Savary, d'avoir été notre invité en direct de notre studio de Genève. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.